Bienvenue dans ce premier podcast dédié à l'univers de la protection solaire et visuelle. On parle beaucoup d'aménagement extérieur et intérieur de l'habitat. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vincent Souchko, je suis le cofondateur de la société Oscilla depuis maintenant presque 10 ans, spécialisée en protection solaire et visuelle. On vend donc des stores, des pergolas, des voiles d'ombrage sur mesure pour l'habitat. Et aujourd'hui, on a interviewé Sabine Mariton, donc la plus vieille entreprise de fabrication de moustiquaires en France, qui a racheté Roche-Store, qui est une des plus anciennes entreprises de fabrication de stores en France également. Donc vous allez tout savoir, vous allez tout découvrir. C'est mon premier podcast, donc soyez assez indulgents. J'espère qu'il va vous plaire et que vous allez prendre du plaisir à l'écouter. Autant de plaisir que j'ai pris à interviewer Sabine Mariton. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ce podcast. Bonjour Sabine. Bonjour Vincent. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment très content que ce soit toi. On en a discuté un petit peu avant pour plusieurs raisons qu'on va évoquer pendant ce podcast. Alors la première chose que j'ai envie de te demander, tout simplement, c'est de te présenter, expliquer un peu qui tu es et puis présenter un peu ton parcours professionnel. Ok. D'abord, merci de l'invitation. Je suis ravie de faire la première en plus. Super. Et ravie de faire ce podcast avec toi. Alors, qui je suis donc Sabine Mariton. Je dirige donc l'entreprise familiale qui s'appelle, c'est une entreprise éponyme qui s'appelle Mariton. Mon grand-père n'avait pas eu beaucoup d'imagination ce jour-là quand il a créé l'entreprise et donc il a donné son nom. Il y en a beaucoup comme ça. Et il y en a beaucoup comme ça. Donc comme je l'ai dit, c'est mon grand-père qui a fondé l'entreprise. Mon père qui l'a dirigé par la suite. Donc quelle année à peu près Alors, l'entreprise va fêter ses 75 ans cette année. Wow. Ouais. Félicitations. Donc, merci. Alors, félicitations, c'est aussi les deux générations avant moi. Oui, félicitations à toute la famille, toute la génération. Qu'on puisse se féliciter. Et l'histoire de l'entreprise, mon grand-père était menuisier. Menuisier de métier. Il a racheté assez rapidement la menuiserie de son patron. À l'époque à Saint-Chamas, qui est toujours le site d'ailleurs actuel de l'entreprise, parce qu'on est sur le site historique de l'entreprise. Ça fait 75 ans que vous êtes là-bas. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour les personnes qui sont déjà venues chez nous, sont généralement surprises parce que l'entreprise est quasiment au cœur du village. D'accord. En fait, le village s'est construit autour. C'est construit un peu autour. C'était pas le cas à l'époque, mais aujourd'hui, on est au cœur du village. Je pourrais en reparler. C'est très sympathique d'ailleurs pour les collaborateurs et plutôt agréable à vivre. Donc voilà, menuisier de métier. Il rachète la menuiserie. Donc pendant quelques années, il faisait des menuiseries intérieures, extérieures, bois à l'origine. Et puis il y a eu deux grands tournants dans l'entreprise. Le premier, c'est qu'il a misé très rapidement sur le produit moustiquaire. Il a voulu se spécialiser sur ce produit-là, et le produit moustiquaire l'a amené à passer du matériau bois à l'aluminium. D'accord. Donc ça, c'est un premier tournant, puisqu'il a changé son outil de travail, on va dire, et son matériau de base, parce que... C'est un gros risque de prendre. Très vite, il s'est rendu compte que l'aluminium était une matière inaltérable, beaucoup plus résistante dans le temps, résistante à l'extérieur, etc. Et puis dans l'atelier aussi, ce qu'il nous disait quand on était petit, c'est du coup c'est beaucoup plus propre parce qu'il y a moins de copeaux de bois. Donc voilà, l'aluminium, c'était le premier grand tournant. Et puis le deuxième, ça a été de passer du B2C au B2B. Puisqu'à l'époque, il vendait aux particuliers. Donc là, on devait être dans les années 70 à peu près. D'accord, il vendait que aux particuliers. Ouais, à la base, il vendait aux particuliers. Et puis la moustiquaire a pris tout de suite en fait le dessus. Le dessus sur les produits menuiserie. Il y a déjà beaucoup de moustiques à l'époque alors déjà. Alors quart sud-est. Saint-Chamas. Oui, donc Saint-Chamas, on est quand même. Vous n'êtes pas loin de Marseille. On n'est pas loin de Marseille, on n'est pas loin de la Camargue non plus. Donc les moustiques, on est un peu c'est vraiment un sujet, quoi. C'est un sujet depuis longtemps. Et puis c'est un produit qu'il aimait beaucoup. Et ensuite, il est passé au B2B parce qu'il commençait à prendre des chantiers de plus en plus éloignés. De Saint-Chamas. Et puis, pareil, ça c'est un truc que j'ai souvent
Une phrase que j'ai souvent entendue de lui, c'est plus on prend un chantier éloigné, plus la marge, elle part dans le trajet. Ah ouais, c'est vrai. Donc il s'est dit, je vais pas faire comme ça, je vais plutôt aller voir des confrères. Ouais. Et puis leur proposer mes produits, puis je vais fabriquer pour eux, puis eux vont aller installer, poser, puisque maintenant il n'y a plus grand intérêt à ce que je fasse l'installation et la pose, parce que j'arriverai pas à grandir en fait. Complètement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il était allé chercher le professionnel. Et c'est comme ça qu'il est allé chercher le professionnel. Ok. Donc voilà, deux grands virages dans la société. Parce que là, on est, donc si je dis pas de bêtises, 1950 par là. Ouais, il a créé l'entreprise en 1949. 1949, donc du coup, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Non. Là, on est vraiment au tout début. Ouais. Donc c'est pour se développer, c'est quand même beaucoup plus difficile parce que toutes les idées, tout ça, on n'a pas tout ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc c'est important de savoir qu'il y a eu tout ce travail derrière de réflexion et puis pour se développer comme ça avec peu en fait, parce qu'ils savaient pas grand chose. Ouais, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. On se rend pas compte en fait. Nous, on a été nés tout de suite. Je suis d'accord avec toi. On se rend pas compte parce que nous, on est nés avec tous ces outils-là et cette façon de faire. Mais les dirigeants et les fondateurs d'entreprises dans ces années-là, mon grand-père, je pense qu'il était pas le seul, évidemment, mais c'était quelqu'un qui était très innovant, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, mais dans sa façon d'être. D'accord. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherchait tout le temps l'idée, aller vers l'innovation, et effectivement, je pense qu'il fallait être comme ça à l'époque, hein, parce que c'était moins facile qu'aujourd'hui. Enfin, c'était différent, je pense. Ouais, c'était complètement différent. C'était effectivement une autre époque. Mais on voit que c'est bien, ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher l'innovation, on va aller chercher un peu plus loin. C'est pas parce que justement à l'époque ils se disaient, on n'avait pas Internet, on n'avait pas toutes ces choses, on allait quand même chercher. Il y avait cette volonté de toujours de grossir, d'aller plus loin en fait avec les moyens du bord, quoi, finalement. Donc c'est une belle histoire. Voilà, histoire familiale. Et puis j'ai repris la direction de l'entreprise en 2018. D'accord. Voilà, et j'étais dans l'entreprise déjà depuis 12 ans. Alors, quand j'ai repris l'entreprise, donc ça fait 17 ans aujourd'hui. D'accord, ça faisait 12 ans. Ça faisait 12 ans que j'étais dans l'entreprise. Donc, ça a commencé comment? Alors, raconte-nous. C'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est toujours difficile, en fait, on a toujours cette image de dire, il y a beaucoup dans le milieu en ce moment, en fait, je me rends compte, c'est beaucoup les enfants qui reprennent la boîte du père ou du grand-père, effectivement. Dans beaucoup de ces métiers un petit peu industriels, dans le bâtiment, ça se marche beaucoup comme ça. Bon, je pense dans toutes les entreprises aussi. Comment tu rentres, comment tu décides d'aller perpétuer justement pas cette tradition, mais toute cette génération derrière toi. Comment tu l'as vécu? Ça a été difficile. En plus, justement, tu étais une femme. Comment justement ces générations l'ont vécu? Est-ce que c'est eux qui t'ont incité? Est-ce que c'est toi? Raconte-nous un petit peu. Voilà, ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça s'est passé. Je peux te raconter. En plus, il y a deux questions dans ta question. Donc, oui. le fait d'être une femme, j'en parlerai peut-être après, à la fin. Ouais. Okay. Ouais, non, c'est plutôt les histoires sont toujours marrantes, mais moi l'envie, je l'avais depuis très longtemps. D'accord. Je l'avais depuis très longtemps. Pour être honnête et sincère, la vraie envie initiale, c'était de partager une aventure familiale et de travailler avec mon père et de faire partie de cette aventure au quotidien dont j'entendais parler tous les jours. Hein, parce que sujet de conversation à table, dans la famille, l'entreprise, c'est du matin au soir et du soir au matin. Et donc moi, j'avais très envie de faire partie du jeu, quoi, et de pas être que spectatrice à côté. Donc cette idée-là, je l'avais depuis longtemps. Et moi, on m'a plutôt freinée au début, c'est-à-dire que mon père n'y tenait pas particulièrement. Je me doute. Donc plus par peur pour moi et il m'a pas poussé en tout cas. Il m'a pas poussé. Et puis un jour, je lui ai dit bon maintenant, donc il m'a dit mais va travailler ailleurs. Va tester quand même un petit peu. Va tester d'autres choses et puis on verra plus tard. Fais un peu ton expérience. Ce que j'ai fait, donc j'ai travaillé en agroalimentaire pendant quelques années. Donc d'abord dans une distillerie et puis après. T'as fait quoi comme études du coup? J'ai fait des études de bio.
D'accord, rien à voir. Ah oui, alors t'avais une idée au fond de la tête, mais quand même t'es parti complètement à l'inverse. Mais je suis partie, ouais, quand même à l'inverse, un petit peu au départ, un petit peu en rébellion d'adolescence. Ah ouais, bon, ça je comprends. Donc j'ai fait des études de biochimie et qualité en agroalimentaire. Ok. Donc je suis partie dans ce secteur-là dans un premier temps, et puis au bout de quelques années, j'ai fait 5 ans, 5-6 ans. Voilà, je lui ai demandé si je lui ai exprimé mon envie de travailler avec lui et de rentrer dans l'entreprise. C'est revenu, et ouais, parce que je l'avais quand même en tête et ça revenait régulièrement. Okay. Et j'avais travaillé en grande distribution. Ok. Pendant toutes ces années-là, j'avais travaillé comme commercial, notamment comme commercial en grande distribution. Ouais. Et puis, il se trouve que c'était une partie qui voulait ouvrir et développer chez Mariton. On a une gamme de produits qu'on vend en GSB. Ok. Donc là, ça avait du sens. Ok, complètement. Parce que je voulais pas non plus rentrer sur un poste qui n'avait pas de sens pour moi ou dans lequel je ne pouvais pas apporter de valeur ajoutée ou vraiment. Oui, qu'on te pose là en disant voilà, okay, quelque chose à l'entreprise. Donc là, ça avait du sens et en fait, du coup, ça s'est fait assez naturellement. Donc je suis rentrée chez Mariton par le commerce. Ok. Pendant quelques années. Et puis après, j'ai eu un joli petit parcours initiatique. C'est-à-dire, raconte-nous un peu. Je suis passée par les RH. Ok. Parce qu'il y avait un besoin dans l'entreprise. Alors ça, par contre... Ça part souvent du besoin, hein, quand même. Alors RH, ça a été compliqué. T'arrives, Sabine Mariton, entreprise Mariton. Et je suppose qu'il y avait des personnes qui étaient là depuis des années. Oui, comment, oui, bien sûr. Voilà. Comment ils l'ont vécu et comment tu l'as vécu? Parce que ça doit être très dur, à mon avis, d'arriver et t'as dû t'imposer tout de suite, en fait. Alors, oui, et en même temps, dans une entreprise familiale, je bénéficiais quand même aussi de l'histoire et de la confiance, en fait. Okay. C'est-à-dire que le fait... certainement encore plus à ce poste-là, que ça soit moi l'interlocutrice pour l'ensemble des collaborateurs, plutôt qu'une personne venant de l'extérieur, par exemple. Okay. J'ai bénéficié tout de suite aussi du niveau de confiance, de crédibilité, okay. de la part des collaborateurs, parce que forcément, à la fois leur sujet et ce que j'allais mettre en place, c'était forcément dans le bien et des collaborateurs et de l'entreprise. Il y avait pas de doute à ce sujet-là. Du coup. Okay. Donc non, je l'ai plutôt. T'as pas eu de problème, il n'y a pas eu de... Non. Tout s'est bien passé, en fait, ça a été... Plutôt très bien vécu. Et donc, j'ai eu la chance de travailler aux côtés de mon père pendant 12 ans. Et il m'a accompagné, et je pense qu'il m'a amené jusqu'au poste de direction que j'ai pu prendre à sa suite assez facilement, parce qu'il m'a bien coaché quand même. Bon, ça va. Si t'avais un beau coach, c'est le plus important. Hein. Ça revient toujours. J'avais un très bon coach et 12 ans d'entreprise, quand on reprend, on la connaît quand même. Ouais. Ça, c'est aussi. Et est-ce que ton père a été, tu penses, plus dur avec toi, justement? On parle beaucoup, c'est vrai. Quand il y a une entreprise quand même qui a déjà un nom important dans un milieu, de dire ok, c'est un peu trop facile. J'entends beaucoup de personnes qui disent moi mes enfants ils auront rien et ils se débrouilleront. Je veux que moi j'ai construit tout ça, eux ils ont à construire de leur côté. Est-ce que ton père il avait cette optique-là en se disant ok, elle va venir, je vais quand même pas lui faire de cadeau parce que ça peut être aussi ça, ou est-ce qu'il a été non, aucun intérêt? Au contraire, je vais l'accompagner, l'aider et vraiment lui donner la confiance qu'elle a besoin pour justement reprendre derrière. Ok. J'ai envie de dire c'est un mix des deux. D'accord. Il m'a effectivement il m'a accompagné, il m'a donné évidemment et les clés et la confiance pour reprendre, parce que quand on est comme ça dirigeant d'une entreprise familiale, on a quand même
en permanence en tête la pérennité de l'entreprise. Et ça, c'est le plus important. Okay. En fait, c'est de mettre toutes les conditions réunies pour que l'entreprise, elle puisse continuer à se développer et continuer à exister. Parce que, enfin, en tout cas, moi, mais je pense que toutes les entreprises familiales, on a aussi la conscience de ce qui a été fait dans le passé, quoi. On est toujours entre regarder dans le rétro et ce qui s'est fait et avoir beaucoup de gratitude pour ce qui a été fait et évidemment regarder l'avenir, parce que ça, c'est notre rôle de dirigeant. C'est ce qu'on fait toute la journée, c'est prévoir ce qui va se passer demain et l'avenir. Donc, il m'a à la fois préparé et à la fois, c'était très important pour lui que ça soit un vrai choix pour moi, de ma part, un vrai choix réfléchi, parce qu'il y a quand même derrière... grosse responsabilité. Puis une forte implication. C'est pas à toi que que je vais apprendre ça. Donc voilà, il faut pas que ça soit subi. Ça, c'était très important pour lui. C'était pas l'histoire qu'il avait vécue. D'accord. Lui, on avait quand même fortement incité. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est la. Donc ton père deuxième génération. Voilà, mon père était la deuxième génération, donc il a vécu lui plutôt l'obligation de reprendre. Ouais, on lui a demandé très fortement ouais, et puis c'est encore une fois une autre époque. De venir et de s'impliquer. Donc c'était une autre façon, c'était une autre époque. Donc il avait à cœur de ne pas reproduire ça. Donc il m'a pas poussé, du tout. Il voulait que ça soit ma volonté, que ça soit pas subi. Et puis honnêtement, je pense que je suis en étant sa fille, forcément en tant que parent, on veut toujours protéger ses enfants. Il n'était pas sûr que ça soit un vrai cadeau qu'il était en train de me faire, et puis il voulait aussi évidemment, ce qui lui tenait à cœur, c'était l'équité avec mon frère. J'ai un frère qui n'est pas dans l'entreprise. D'accord, t'as un frère qui est pas dans l'entreprise et lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Non, c'est pas son projet. Il est dans un autre environnement professionnel, un autre secteur, donc c'était pas son projet. Ok, super. Voilà, un mix des deux. Ouais. Bon, super, bien, merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Je rebondis sur ce que tu as dit justement par rapport à l'intensité que tu dois mettre. Comment tu vis justement ton équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Est-ce que tu arrives aujourd'hui à dire « j'ai trouvé mon équilibre » ? En toute honnêteté, j'ai pas encore trouvé mon équilibre, je pense. J'y travaille, mais en même temps, j'ai pas encore l'âge pour trouver cet équilibre-là, peut-être. Non, mais parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. On demande, surtout à mon avis au début, beaucoup d'implication. Il y a tout un tas de sacrifices en fait qu'on fait que on se rend pas compte en fait. Tant qu'on l'a pas vécu, on se rend pas compte. Mais quand on les fait, on se rend pas compte non plus en fait. Parce que quand on les fait, on est poussé par un projet, on est poussé par une ambition, on est poussé par un collectif. Et en fait, moi, je le vis pas comme une contrainte, mais du tout. Donc, ça me pèse pas. Je pense qu'effectivement l'équilibre, le curseur, il est pas vraiment au milieu, hein, si on veut être honnête. Il est jamais quoi. il est pas vraiment au milieu, mais pour moi, c'est pas dans la douleur, j'ai envie de dire, loin de là. Je m'épanouis dans ce que je fais, donc mon équilibre, il est aussi là en fait. Ça c'est important. Mon équilibre et mon énergie. Je la trouve dans l'entreprise, quoi. Donc du coup, c'est vécu. Ta question, elle m'a fait sourire, mais parce que c'est hyper naturel en fait. Ouais. Le point, par contre, effectivement, il faut être un peu organisé et staffé à la maison, quoi. C'est-à-dire maintenant, moi j'ai 2 ados. Donc, quel âge ils ont ? 17 et 14. Ah ouf, ouais d'accord. Donc j'ai 2 enfants qui sont très autonomes. 17 et 14, ça veut dire que quand tu as repris un petit peu la boîte, ils étaient plus jeunes. Ils étaient plus jeunes, ouais. Donc là, c'est en autre chose. Ouais. Comment t'as fait ? Eh ben, il faut s'entourer. D'accord. Il faut s'entourer. Ça revient souvent, ça. Ouais. Il faut s'entourer. C'est sûr que si on veut être pleinement dans ce qu'on fait au quotidien et impliqué dans sa boîte, il faut qu'à la maison, j'ai envie de dire, faut que ça tourne, quoi. C'est-à-dire que faut qu'il y ait cet équilibre à la maison. Il faut qu'il y ait cet équilibre à la maison. Donc
Donc oui, il faut pas hésiter à être quand même un peu entouré, parce que sinon je pense que c'est compliqué au quotidien quand on est en déplacement, quand on oui, c'est pas évident parce que mais du coup, ouais, comme je disais, j'ai des ados qui savent faire plein de choses. Est-ce que tu les embauches un peu ou pas? Non, pas encore, parce qu'ils sont pas encore majeurs. Mais ça va pas tarder parce que le grand est déjà demandeur, donc ça c'est déjà bien. S'il peut venir travailler un peu l'été, c'est très bien. Voilà, mais non, franchement, ça se gère assez facilement. Bien. Donc c'est important parce que s'il y a des femmes qui vont nous écouter, et j'aime bien le dire en fait, parce qu'on se trouve toujours des excuses. Non mais attends, je peux pas, et puis moi faut que je m'occupe des enfants, j'ai ça à faire, je pourrais jamais. Moi j'ai 2 sœurs jumelles, et du coup des fois c'est un sujet qui revient souvent. On se trouve toujours des excuses en fait pour pas réussir à faire quelque chose. Et en fait, même moi on a monté la boîte, ma fille avait 6 mois. On l'a montée au pire des moments, et pourtant je me dis, je crois que ça a été une force. De se dire bah non, on peut aller plus loin, c'est pas parce que il y a des enfants, c'est pas parce qu'il y a des choses autour de nous qu'on peut pas faire des choses avec de l'ambition. Donc c'est pour ça que c'est important de le préciser, quoi. Ouais, et après il faut être très au clair aussi sur comment on vit les choses. Donc moi j'ai quelques règles quand même par rapport à mes enfants. Le temps qui leur est consacré, il leur est consacré pleinement. À 100%. Donc, par exemple, il y a des choses sur lesquelles je déroge pas. Quand je suis en vacances et que j'ai décidé que ce temps leur était dédié, il leur est dédié. Bon, c'est un appel, je pense quand même, mais j'essaye d'avoir avec eux des moments et du temps vraiment pleinement pour eux et de vivre des choses sympas avec eux et qu'on ait une vraie relation. Après, c'est sûr qu'au quotidien, comme je disais, ils sont autonomes. Bon, c'est une façon élégante de dire qu'ils se débrouillent un peu tout seuls. Mais maintenant, ils le savent. Bien sûr. Donc voilà, les vacances et le temps que c'est pour eux. Et dans mes règles, je bosse très peu le week-end, par exemple. D'accord. Ça, c'est quelque chose que tu t'es imposé? Je dis pas que c'est jamais. Ouais. Mais c'est vraiment très light, vraiment. Et c'est quelque chose que je me suis imposé, ouais. D'accord. Parce que c'est bien aussi, je trouve, pour pouvoir tenir sur la durée, on est d'accord. C'est important d'avoir ces temps où l'on peut souffler. Mais tu l'as pas fait tout de suite, ça. Je pense que tu l'as fait au fur et à mesure, après plusieurs années. Je l'ai fait au fur et à mesure, ouais. D'accord. Parce que aujourd'hui, j'y arrive. Moi, ça va faire 10 ans l'année prochaine, et j'y arrive. C'est-à-dire que je me force vraiment à pas regarder les mails, à rien toucher le week-end. Enfin, je me fais engueuler dès que je suis sur les mails. Mais c'est pas évident au début parce que moi, c'était le lancement aussi. Mais comme toi, sur une reprise, tu veux te donner à fond. Et après, je pense que j'ai mis 5-6 ans avant vraiment de dire, OK, on va calmer. Et puis même pour la santé, je pense qu'à un moment donné, c'est hyper important. Et puis l'intensité qu'on met la semaine, quoi. Ouais, bien sûr. T'es obligé de décrocher. Et tu arrives pendant tes vacances à avoir cette discipline de dire, OK, stop. Moi, vraiment. Ouais, vraiment, quasiment. Et puis je peux te dire autour de moi, on me le rappelle. C'est vrai que les enfants sont forts pour ça. La discipline, si je l'ai pas toute seule autour de moi, on me fait bien comprendre que maman lâche ton téléphone. Voilà. Quand maman, t'arrêtes de travailler. Ça va être une phrase que t'entends souvent. Ah oui, mais bon, ils en ont plein des anecdotes. Donc eux, il faut surtout pas les inviter. Hein. Tu m'invites moi, mais pas mes enfants. Hein. Ok, super. Bon, alors pour pas finir de parler de toi, parce qu'on aura d'autres choses que peut-être on va évoquer, vu que j'ai quand même une vraie passion pour l'entrepreneuriat, j'ai une question rapide. Oui. Est-ce que tu as ce qu'on appelle une morning routine? Est-ce que tu fais quelque chose dans le travail que tu t'imposes pour justement être toujours avoir cette discipline, être à fond? Est-ce que je sais pas, alors je dirais pas tu te lèves à 5h du matin, est-ce que tu as quelque chose que tu t'imposes régulièrement pour toujours justement arriver à être focus et à pas partir dans tous les sens? OK. Oh, non, j'ai pas de morning routine. Ça faisait bien ça, il fallait que je le lâche. Je suis pas encore prête pour être influenceuse, donc je n'ai pas de morning routine. Non, plus sérieusement, je passe beaucoup de temps sur mon agenda. OK.
c'est mon agenda. Je suis capable de le checker à plusieurs reprises dans la journée parce que j'ai besoin d'anticiper et de voir les échéances, les gros blocs. Je repositionne en fin de semaine les points ou la to-do que j'ai pas pu traiter. Et D'accord. Mon outil, c'est vraiment l'agenda. Ok, voilà. J'ai pas plus de morning routine à part. Déjà, c'est bien. Tu arrives à avoir un agenda qui est hyper organisé, tu arrives à le mettre à jour. Alors ça, c'est un truc que je trouve vraiment chez toutes les femmes que j'ai rencontrées. Ah oui. Je sais pas pourquoi. Bon, déjà la mienne, elle est très agenda papier en fait. Alors moi, c'est pas papier, mais ouais, je suis très agenda. Mais toutes les femmes que j'ai rencontrées m'ont toutes dit pareil. Ben moi, mon agenda, il est carré, il est droit. Moi, c'est une catastrophe mon agenda. J'arrive pas à tenir un agenda vraiment. Alors j'essaie de m'imposer, je travaille vraiment dessus. Mais vous avez, je pense, un gros avantage vous les femmes dans sur cette partie aussi, cette discipline et d'être vraiment carré sur des choses que nous, je pense que les mecs, on est un peu plus olé olé. Alors, pour être honnête, c'est venu avec les années, parce que je l'étais pas du tout en démarrant. Parce que c'est pas ma force, ça. D'accord. Mais effectivement, mais par contre, l'agenda, je me force parce que c'est ça qui me permet de voir, voilà, comment va être organisée la semaine à venir, les semaines à venir. J'aime bien avoir un agenda sur du long terme. Chez Mariton, on fixe toutes les réunions, sont bloquées à l'année. D'accord. Donc en début d'année, on a l'agenda complet de l'année. Donc ça aide aussi et à bien organiser ses temps. Ok. Moi, l'agenda me permet d'organiser mes temps de travail. Quand tu dis agenda sur l'année, c'est-à-dire par rapport à quoi toutes nos réunions, elles sont... d'accord, elles sont déjà précalées dans l'agenda. Précalées dans l'agenda. Ça, c'est fort, ça. Ouais. Ça, c'est une vraie force, je pense. Comme ça vous vraiment permet de bloquer des moments, de pas revenir dessus, pas de perdre de temps. Vous le faites quoi au début d'année ? En début d'année, on fixe toutes les réunions, d'équipe. Elles sont figées à l'année, quoi. Okay. Et c'est vrai que chez nous, on change pas les agendas, quoi. D'accord. Ça, c'est hyper important, quoi. Faut signer une décharge s'il y avait quoi que ce soit. Non, mais voilà, ça peut arriver, mais c'est à partir du moment où c'est fixé dans l'agenda des mois à l'avance, il suffit de ne pas prendre de rendez-vous ces jours-là et ça marche. Franchement, ça marche très très bien. Okay. Et comme on est organisé j'y reviendrai peut-être après, mais on est quand même pas mal organisé en mode projet chez Mariton. Donc, on a des comités de développement, qu'on appelle produits et comités de développement service. Okay. Ça, on se réunit une fois par mois, une fois pour un, une fois pour l'autre. Bon, ça, c'est à l'année. Je veux dire, c'est bloqué, c'est dans le marbre. Voilà. Alors, super, ça fait une super transition. Pour parler de Mariton un peu plus, nous expliquer. Donc, tu as évoqué forcément la moustiquaire. Ouais. Mariton, c'est beaucoup plus maintenant que la moustiquaire. Est-ce que tu peux nous parler de l'ensemble des produits que vous proposez aujourd'hui, amener peut-être un peu cette transition du début, comment vous avez évolué. Il y a eu pas mal de choses. Ce que ça représente aujourd'hui Mariton, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'employés, voilà, si tu es OK. Et enchaîner sur cette partie de Mariton qui est très importante pour nous. Donc aujourd'hui, on a trois grandes familles de produits. La protection solaire intérieure, donc avec toutes les familles de stores intérieurs, stores enrouleurs, stores vénitiens, bandes verticales, plissées, tout ce qui est textile, vélum. Ok. Voilà, donc, on a aujourd'hui toute la gamme de stores intérieurs, la moustiquaire, donc j'en ai déjà parlé, donc une gamme pour moustiquaire fenêtre, une gamme pour moustiquaire porte, et puis on a la protection solaire extérieure. On avait déjà quelques produits chez Mariton, et en ayant fait l'acquisition de Roche Habitat il y a ça, c'est récent, presque 2 ans. Okay. Donc en 2022, ça nous permet d'avoir également au sein du groupe les gammes protection solaire extérieure. Donc aujourd'hui, on est voilà sur ces trois familles de produits pour lesquels on est à la fois concepteur,
puisqu'on a un bureau d'études intégré, donc concepteur, et puis la fabrication et évidemment la distribution. Donc à l'échelle du groupe, donc les 2 entités, on réalise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros et on est environ 120 collaborateurs. D'accord, ok. En reprenant aussi Roche. Là j'englobe à la fois l'entité Mariton et l'entité Roche Habitat. Donc si j'ai compris, Roche Store, l'objectif c'était de développer le catalogue et puis vraiment s'orienter un peu plus aussi protection solaire. Exactement. C'était d'accentuer à la fois notre savoir-faire et notre gamme de produits en protection solaire, en intégrant la protection solaire extérieure, et puis de pouvoir apporter une offre complète, large à nos clients. Et il nous manquait, souvent les clients nous disaient mais vous avez pas Storban, vous faites pas? Non, Storban on fait pas parce qu'on l'a pas à l'offre. Et donc le fait d'être allé chercher Roche Habitat, ça nous a amené vraiment cette compétence produit et puis la gamme entière qui nous permet maintenant d'avoir l'intégralité de l'offre en protection solaire et protection contre les insectes. Ça, j'ai envie de dire, vous maîtrisez déjà. Connaissez un peu. On maîtrisait déjà un peu. Donc ça représente combien de produits environ aujourd'hui, Mariton et Roche Store? Mais très très bonne question. Voilà, ça sera le moment où on va couper. Non, mais c'est avoir une petite idée, peut-être. Est-ce que tu as une idée de... En gamme de produits, non mais elle est pas simple la question parce que notre métier déjà c'est de faire du sur-mesure. Bien sûr. Donc ça c'est important aussi. Voilà, on a un catalogue mais qui est 100% customisable en fait. Nous il y a pas deux produits identiques. C'est des catégories de produits en fait. Voilà, donc en termes de famille de produits, chez Mariton, store enrouleur, vénitien, bande verticale, plissé, textile, store de toiture. Donc on parle de 6 familles de produits. Nous on catégorise comme ça. En 1, 2, 3. En moustiquaire, 2 grandes familles, mais à l'intérieur, on a chaque fois à peu près 5-6 produits, donc ça fait 12 produits. Et chez Roche, on va parler de store coffre, de monobloc et de store loggia et de store zip. Donc, d'accord. Ouais, ça fait quand même. Et les pergolas, c'est pour bientôt? Et les pergolas que j'ai oubliés. Ouais, parce que ça en fait beaucoup quand même. Parce qu'on a beaucoup de produits. Oui, je le sais, parce que les intégrations, c'est compliqué chez vous. J'ai beaucoup de catalogues, j'en ai de partout. J'ai des grilles de tarifs de partout. Ok, super. Bon, déjà, ça permet d'avoir une idée un peu plus complète. Est-ce que la fusion Mariton-Roche aujourd'hui, c'est envisagé ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment Mariton d'un côté, Roche Store de l'autre? Parce que du coup, justement, cette acquisition, c'était quoi l'objectif derrière? C'était de fusionner, c'était de garder la notoriété un peu de Roche Store aussi qu'il y avait, garder les clients, et petit à petit, qu'est-ce que c'est en fait du coup? Alors pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour de fusionner. Rappelle-nous juste, Roche Store, c'était où? Donc l'entreprise est à Genasse, donc à proximité de Lyon. D'accord. Roche Store, c'est une entreprise qui a 170 ans. Ah oui. Qui a une vraie histoire derrière, un vrai savoir-faire. Moi, c'est ça qui m'a intéressée dans cette entreprise-là, c'était de racheter une entreprise et d'intégrer une entreprise avec vraiment une belle historique, quoi. Un bel historique, une belle histoire derrière. Donc c'est une marque forte. Qui est très connue des touristes et de nos clients installateurs. Donc l'idée c'est que les deux marques cohabitent. D'accord. Par contre, là où il y a une première, on va dire, fusion commerciale, c'est que les deux offres sont aujourd'hui distribuées par les mêmes commerciaux. Donc un commercial chez nous arrive avec les deux offres, est capable de répondre aux questions techniques et commerciales à la fois sur de la protection solaire extérieure, intérieure et moustiquaire. Ça, c'était important pour moi parce que l'idée c'est d'avoir un interlocuteur unique pour les clients et de simplifier
pour nos clients l'accès dans les deux sociétés. Par contre, les marques, elles ont tout intérêt, elles ont chacune un intérêt, un intérêt à rester et à perdurer. Voilà. Alors pour moi, Roche, c'est pas une entreprise, c'est pas mon entreprise familiale, oui, mais il y a quand même cette histoire derrière que j'ai envie de faire perdurer et de pérenniser quand même. Tu peux nous faire un petit remake de Roche Store, de ce que qu'on apprenne un peu plus, comme je disais tout à l'heure. Mariton, on essaye d'apprendre aussi. Ouais. Roche Store, c'est vous aussi maintenant. Ouais, tout à fait. Donc tu peux nous faire une petite présentation? Ouais, je peux faire une petite présentation. Donc Roche, c'est le spécialiste du Storban. Je pense pouvoir dire que c'est le premier fabricant de Storban en France. D'accord, super. Donc voilà, c'est pour ça que quand je disais, il y a toute une histoire, un vrai savoir-faire qui s'est transmis aussi de génération, même si il y a plus la famille, les fondateurs, mais qui s'est aussi transmis avec des collaborateurs qui aujourd'hui connaissent parfaitement et leur usine et leurs produits. Donc voilà, c'est ça qui m'a attirée. Et en termes de valeur et de façon de faire, les deux entreprises sont quand même proches. Parce que alors Mariton, je le connaissais évidemment de l'intérieur, mais ce que je retrouve chez Roche, en tout cas la fusion en termes de façon de faire et de valeur, elle est similaire à ce que vous faisiez. Ouais, en fait. Elle est simple, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas à des années-lumière, on est quand même sur une PME qui a l'habitude de travailler un peu comme nous, quoi. D'accord. Et Roche Store, au moment de l'acquisition, ça représentait combien de chiffre d'affaires à peu près déjà? À peu près 5 millions. D'accord, ok, c'était une belle boîte. À peu près 5 millions et une vingtaine de personnes. D'accord. Et les 20 personnes sont restées? Oui. Ok. Ça, c'était une volonté de ta part de conserver? Oui, bien sûr. Bien sûr, ce qu'on est allé chercher chez Roche, comme je disais, c'était pas qu'une marque, c'est aussi un savoir-faire. D'accord. Donc c'était important d'arriver, d'avoir une transition simple, on va dire. Ouais. Ok. Et les objectifs aujourd'hui pour Roche Store, le développement, c'est quoi? Parce que du coup, cette acquisition, c'est pour augmenter le catalogue, mais du coup, dans ce que tu disais, automatiquement, tu te retrouves avec deux entreprises maintenant, indépendantes, qui ne fusionnent pas. Donc, forcément, c'est quand même, c'est comme si tu avais créé deux entreprises, on va dire, même si c'est pas toi qui l'as créé. Aujourd'hui, tu dois faire avancer deux entreprises de façon indépendante. Oui, indépendante, mais quand même, il y a beaucoup de liens entre les deux. Hein. Okay. Les équipes travaillent ensemble. Je le disais, la partie commerciale est réunie. D'accord. On a fait en 2024, donc c'est la première fois, on a fait un tarif et un catalogue technique et un catalogue tarifaire commun. Okay. Pour que le client puisse retrouver au même endroit les deux offres, Mariton et Roche. Okay. Roche, on a l'ambition pour nous, Roche aura toute la partie protection solaire extérieure et Mariton la partie protection solaire intérieure et moustiquaire. Donc okay. Ça, dans la stratégie, c'est très clair. Roche devient le spécialiste de l'extérieur, Mariton le spécialiste de l'intérieur. Et évidemment, donc ça, c'était facile, plus évidemment des moustiquaires. Et maintenant qu'on a fait cette acquisition et qu'on a toute l'offre à proposer à nos clients, évidemment, je ne vais pas te cacher que l'idée, c'est d'aller chercher de la croissance pour les deux entreprises. Moi, je suis j'adore notre métier, j'adore notre secteur d'activité. Oui, c'est important. Parce que c'est pas un métier sexy, il y a rien de sexy dedans. Et souvent, les gens qui font ça, j'ai remarqué, c'est par passion. Ouais. C'est fou d'avoir une passion comme ça. Moi, je l'ai eu au fur et à mesure, mais quand j'ai commencé, les stores, c'était pas ma passion. Et puis ça alors devient, moi, je suis née dedans, donc voilà. Donc c'est peut-être un peu différent, mais parce que je suis convaincue que la protection solaire apporte, et c'est la même chose pour les moustiquaires en fait. Notre mission, c'est d'apporter des solutions
passive pour protéger les habitants du soleil et des insectes. Ouais. Aujourd'hui, plus personne peut ne pas constater que notre climat se réchauffe, j'ai envie de dire, presque de jour en jour. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant. C'est un vrai sujet, on est en plein dedans en fait. Et puis plus ça va aller, et plus on va avoir chaud, plus il va falloir se protéger. Exactement. On entend régulièrement, c'est-à-dire quasiment tous les jours, à la radio, à la télé, nous venons de vivre le jour le plus chaud de l'histoire du mois d'avril. Ça va être ça chaque année. Le mois le plus chaud de l'histoire, voilà. Et ça va être ça, malheureusement pour nous, malheureusement pour nos enfants. Ça va être ça chaque année et tout le temps, parce que... Tout le temps. On peut pas vraiment, je pense, on peut essayer de limiter, mais de toute façon, on pourra rien faire, à mon avis, pour vraiment, si ce n'est dans vraiment des centaines d'années, peut-être. La difficulté, c'est que les actions que l'on mène aujourd'hui, on en verra les conséquences dans 20 ans. Donc, parce qu'il y a cette inertie-là sur le climat qui fait que même si aujourd'hui on devient irréprochable, malheureusement, on va vivre avec pendant quelques années. Et nous, on a la chance, dans notre métier, d'apporter des vraies solutions qui ne sont déjà aujourd'hui plus pour moi des solutions de confort. On a dit ça pendant des années, nos produits apportent du confort à l'habitant. Moi, je trouve que aujourd'hui et demain, ça rendra nos maisons habitables. Complètement. Ça change quand même un peu le curseur. On passe tu de me la fais peur, notion, on passe de la notion de confort à la notion de nécessité, en fait. Sûr. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'on a un marché qui a de beaux jours, pour des raisons moyennes. Alors bien sûr, mais tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Devant lui, parce que ça va permettre de trouver, c'est déjà une première solution pour ne pas faire rentrer la chaleur dans son habitation. C'est quand même la première fois qu'on a dans la RE 2020 la prise en compte du confort d'été. Ça, c'est important de le préciser. Ouais. C'est très important. Depuis cette année, là, depuis 2024. La dernière réglementation thermique prend en compte, c'est la grande nouveauté de cette réglementation thermique, c'est qu'elle prend en compte le confort d'été. Alors nous, on habite dans le sud, que ça soit toi ou que ça soit moi, donc ça fait quelques années qu'on avait pris en compte ce confort d'été. Complètement. Mais à l'échelle du territoire, c'est quand même important parce qu'on voit que les températures et la chaleur augmentent, comme on disait, d'une année sur l'autre, concerne toute la France aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a à nous d'apporter les bons produits, d'innover sur ces produits-là. Mais en tout cas, je trouve qu'on a une jolie mission et on a des belles années devant nous pour apporter les bonnes solutions au client final. Complètement. Donc c'était dans ce sens-là où je disais j'adore mon métier. Et donc je suis convaincue avec la protection solaire intérieure et extérieure qu'on va pouvoir apporter le panel de bonnes solutions pour utiliser moins sa clim, pour aérer en mi-saison. Puis profiter tout simplement de son extérieur aussi. Profiter de son extérieur, de son intérieur. Voilà. Alors justement, une question qui me vient par rapport à vos produits, il y a beaucoup, il y a quand même une bonne quantité de fabricants aujourd'hui, en France et en Europe. Ouais. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents, justement si tu devais vendre tes produits, ce que tu fais tous les jours, c'est quoi le gros plus justement des produits de Mariton et de Rochester aujourd'hui? Comment vous vous différenciez? Et si aujourd'hui tu dois retenir quelque chose, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait la vraie valeur ajoutée aujourd'hui de Mariton sur vos produits? Ok. Au-delà des produits, je vais juste parler plus généralement. D'accord. Au-delà des produits, je dirais deux choses. La première chose, c'est la durabilité et la fiabilité des produits. Ça paraît basique de le dire comme ça, mais c'est quand même le nerf de la guerre. Oui.
C'est ce pourquoi on travaille toute la journée. C'est des phrases que l'on répète en interne tout le temps. Il faut qu'on sorte des produits de qualité et qui soient fiables et surtout fiables dans le temps. Ouais, durable, c'est important. Ouais, et donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, puisqu'on est en B2B et que notre client c'est l'installateur, un axe fort que l'on travaille depuis quelques années, c'est de simplifier la vie de nos clients au quotidien. Ça c'est bien ça. Donc ça passe, puisque ta question était très orientée produit, oui. Ça passe pas que par ça. Mais concernant le produit, c'est de concevoir des produits qui vont être simples à poser. D'accord. Nos clients aujourd'hui, nos clients chez Mariton vont faire pas que nos produits. D'accord. Ils ont une multitude de produits à connaître, de la menuiserie, du store-ban, du volet roulant, du Bien portail. Sûr. Leur gamme, elle est tellement elle large. Est énorme, ouais. Le cerveau, c'est pas possible en fait. Que ça soit les commerciaux de nos clients, que ça soit le dirigeant, ils peuvent pas tout connaître sur tout. C'est ça. Donc à nous de faire des produits simples. Okay. Simple à installer pour que le poseur ne se retrouve pas embêté quand il est sur le chantier, parce que leur but c'est quand même de poser, d'installer, que ça soit bien fait et de pouvoir passer à notre chantier et bien prendre sûr. des commandes et au passage d'encaisser la vente. Donc c'est la simplicité de pose, et après ça va au-delà de ça, puisque vraiment le parti pris c'est simplifier la vie de nos installateurs. Donc ça va être par le produit, mais aussi tous les outils qu'on va mettre à disposition de nos clients pour leur rendre la vente et la pose et l'installation de nos produits le plus simple possible. C'est vrai que pour travailler avec pas mal de fabricants, vous avez un des plus beaux catalogues en termes d'informations techniques, d'informations de pose. Il y a des vidéos, il y a vraiment plein de supports qu'on ne retrouve pas forcément en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui le négligent et qui justement, je pense, ont encore un peu cette notion de c'est des artisans, c'est des poseurs, ils savent poser. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez dur même pour nous quand on a commencé, c'est qu'en fait, ils partent du principe que le professionnel c'est tout. Et en fait, nous on a des professionnels au téléphone et ils nous disent mais Vincent, je veux bien, je suis bon, mais il y a des choses que je comprends pas, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des choses on peut pas forcément tout savoir. Puis comme tu disais, il y a un catalogue tellement énorme, tu peux pas savoir tout sur la moustiquaire, tout sur le store d'intérieur, le zip, le store ban, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah bon, d'abord, merci pour le compliment. Oui. je le prends avec grand plaisir et je le donne aux équipes tout de suite parce que c'est important. C'est important et vraiment merci parce que c'est vraiment ce sur quoi on travaille au quotidien en fait. Et tu as raison. Moi, quand je suis rentrée dans l'entreprise et comme quoi les mentalités changent, il y avait beaucoup ce discours-là. Ouais. C'est ça, on est en B2B et je l'entends encore beaucoup. On vend à des pros. Alors, c'est vrai. Évidemment, c'est plus simple de parler à un professionnel parce qu'on se comprend sur ne serait-ce que le vocabulaire technique. Bien sûr. Évidemment. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, moi, je me mets à la place de nos clients. Je le redis, tu peux pas tout connaître sur tout. Et puis on apprend tous les jours, et ça dans tous les métiers. C'est ça. Donc à nous on connaît nos produits, on les a conçus, on les a fabriqués. Donc à nous de leur donner les bonnes infos. Et effectivement, tu parlais des supports. Du coup, j'en profite. Bien sûr. Des vidéos, par exemple. Que ça soit pour les poseurs ou pour les commerciaux, il faut aussi leur donner les moyens en fonction du temps qu'ils ont et de leur métier. Donc à nous de trouver le bon moyen, le bon support. Si c'est plus simple pour eux de regarder une vidéo aujourd'hui que de lire une notice de pose, il faut qu'on ait les deux. On va en avoir certains qui préfèrent lire la notice, d'autres la vidéo, d'autres le petit tuto qui va bien. Donc le but, c'est qu'ils arrivent à installer rapidement en fait, et surtout sans se tromper. Ouais, c'est ça, c'est le plus important, quoi. Et puis même les nouveaux, les jeunes, je pense beaucoup, parce que moi c'est une cible qui est hyper intéressante pour moi et que je veux aller chercher. C'est tous ces nouveaux qui arrivent sur le marché, qui ont l'ambition de créer leur boîte, ces artisans, installateurs, poseurs, eux ne savent pas en fait.
Et donc, comment on fait? Alors, c'est des jeunes générations, Ouais. mais... Non seulement ils savent pas, mais et en plus, on n'a pas de vraie formation dans notre métier qui existe. Alors, notre syndicat professionnel, donc qui s'appelle Actibé, a créé un CQP, poseur. Ok. Tu peux expliquer CQP pour ceux qui vont nous écouter? Ouais. Donc c'est un vrai diplôme certifiant pour les poseurs de store, donc CQP, installateur de store, et qui permet de qualifier ces poseurs. Donc il y a une formation en ligne qui existe où ils vont apprendre toutes les bonnes pratiques de leur métier. Super. À la fin, il y a un vrai examen. Ok. Avec, ça se fait en ligne? Ça se fait comment Alors, l'examen se fait en présentiel. D'accord. La formation se fait en ligne. Donc, ils ont des temps, des unités à valider. L'examen se fait en présentiel. Donc, ils passent un écrit. Génial. Et un oral. Et je peux te dire que pour avoir été jury de l'oral, c'est très important pour eux. Et j'avais en face de moi des poseurs qui n'avaient pas de diplôme et pour qui c'était le premier diplôme certifiant et pour qui ça avait beaucoup d'importance. Ah bah je me doute. Et qui ont mis vraiment beaucoup d'énergie et ils avaient bossé et le niveau était vraiment bon. Bon voilà, c'est juste une aparté. Donc il y a maintenant ce diplôme qui existe, mais à part ça, on n'a pas vraiment de vraie formation qui amène à nos métiers. Non, il y a rien. Sauf si tu fais partie d'une franchise où ils vont te rentrer et là ils vont vraiment te former. Et à ce moment-là, oui, mais tu peux pas former tout le monde non plus. Tu peux pas former tout le monde. Exactement. Donc évidemment, je te rejoins. Les jeunes, il faut penser aussi aux jeunes qui démarrent dans notre métier, qui ont envie de s'installer, ou même sans ça, des poseurs qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent aller vers le métier de poseur de store, mais qui l'ont pas appris à l'école, j'ai envie de dire. Pour eux aussi, il faut trouver, il faut leur donner, il faut trouver des solutions, il faut leur donner les bons moyens pour qu'ils s'auto-forment. Bien sûr, complètement. Avec nos produits, quoi. Super, hyper intéressant. Je t'avoue, je connaissais pas. Le CQP? Non, du tout. Mais je vais aller voir et vraiment me renseigner et puis voir un petit peu, peut-être faire une vidéo pour expliquer et puis pour donner un petit peu plus d'informations à ce sujet-là. Merci beaucoup en tout cas. J'ai une question sur la partie innovation. On avait évoqué avec ton grand-père le côté innovation. Ouais. L'innovation chez Mariton, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, il va y avoir, il y a deux typologies pour moi d'innovation. Il y a les innovations produits, il y a les innovations services. Je ne décorrèle jamais, j'allais dire, les deux, parce que pour moi, les deux sont importantes. Donc, comme je t'ai dit au début, on a la chance d'avoir un bureau d'études intégré, qui permet c'est eux qui vont concevoir les produits. Donc, ils travaillent soit sur une conception globale d'un produit. On part de zéro, d'une feuille blanche. Le commerce détecte un besoin et ils vont concevoir le produit entièrement. Génial. Soit ça va être d'apporter des fonctionnalités nouvelles à un produit, comme par exemple sur notre moustiquaire, on a ajouté le fait de pouvoir retendre la toile de l'extérieur, et donc c'est hyper simple à la fois pour le poseur mais à la fois pour le client final, l'utilisateur. Sur quel produit ça ? Sur notre moustiquaire enroulable, la Moustirol 2. D'accord. On peut retendre la toile, puisque souvent on a remarqué que avec les années, ça se détend. Ouais, ça se détend un peu, le ressort se détend un peu, oui, donc du coup la moustiquaire remonte un peu moins bien. Donc là maintenant on peut retendre la toile sans avoir à tout démonter. Ça c'est important. C'est important. Peut-être je pense qu'on y reviendra par après sur la durabilité des produits. En tout cas pour moi c'est un point important. On a rajouté par exemple la motorisation solaire sur nos produits. Avant ça on avait rajouté la motorisation
autonome sur nos stores intérieurs. Alors justement, le parti solaire chez vous, est-ce qu'elle prend son sens parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de bouger là depuis plusieurs mois. Oui. Enfin, ça a commencé vraiment l'année dernière, mais là cette année c'est vraiment quelque chose. C'est le sujet chez tous les fournisseurs avec qui je travaille. Comment vous l'avez justement appréhendé cette transition du moteur solaire? Déjà dans tous les produits, est-ce que ça passe dans tous les produits? Les moustiquaires, comment? Est-ce que c'est pas quelque chose... Nous, on en vend un peu des moustiquaires motorisés. Ouais. J'ai l'impression que très peu de personnes savent qu'on peut le motoriser. Ouais. Mais il y a un vrai avantage, je pense. Ah bah carrément. Mais, voilà, explique-nous un peu... Ah bah déjà à l'utilisation, hein, il y a un vrai avantage. L'avantage avec les moteurs autonomes, qu'ils soient solaires ou sur batterie, c'est que l'utilisateur final a le confort d'utilisation d'un produit motorisé. Okay. Et le poseur n'a pas les contraintes d'amener l'électricité jusqu'au produit et de faire les branchements pour motoriser le produit. Donc oui, c'est une bonne façon et c'est vraiment des bons produits pour démocratiser la fonctionnalité motorisation en fait sur nos produits. Qui va faciliter par contre la vie de l'utilisateur, parce que des fois on peut avoir une fenêtre qui n'est pas accessible. Bien sûr, c'est ça. Et est-ce que tu penses justement que ces moteurs vont prendre le dessus dans les années à venir sur les moteurs classiques, filaires, qu'on vient brancher? J'ai pas la boule de cristal. Non, mais vous le voyez, vous, par rapport à la demande, est-ce que il y a de plus en plus? Est-ce que ça fait qu'augmenter? On voit que oui, il y en a de plus en plus. On voit que le produit intéresse et nos ventes progressent. Ok. Oui. D'accord. Parce que c'est important, hein. C'est vrai que c'est quelque chose que moi je suis beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont pris le chemin un petit peu. Et d'autres, je pense surtout à Somfy, avec lesquels ils ont vraiment apporté des solutions, des choses qui peuvent se recharger même avec de la lumière artificielle, parce que c'est la crainte en fait, c'est de se retrouver du jour au lendemain, ça marche plus, plus de soleil, plus rien. Donc souvent il y a quand même il y a un prix secteur, on peut brancher, il y a une batterie, il y a une sécurité quand même, heureusement. Oh là là, ça a vraiment plus de soleil. Mais je trouve que le gain de temps qu'on a sur de la pause, je pense que c'est quand même assez important. Et puis pour quelqu'un qui n'est pas bon en électricité, hein, ça arrive, ou qui veut pas tout simplement aller sur ce terrain-là, et c'est beaucoup de... Ça rend accessible en fait. Ça rend accessible l'offre. Et puis l'idée, elle est juste géniale parce que l'énergie solaire... on en aura toujours. On en aura toujours. J'espère, je croise les doigts. De toute façon, s'il n'y en a plus, on sera plus là. On sera plus là pour le voir. Donc, mais elle est là, elle est disponible, elle est gratuite. Voilà, ça a vraiment du sens, quoi. Complètement. Donc je te disais les innovations produits, donc ça va être ce type d'innovation qui tourne aussi sur la simplification de pose. Donc on a sorti toute une gamme en store intérieur qui se pose sans perçage, donc directement sur l'ouvrant. Donc là aussi ça fait gagner du temps à nos installateurs, hein, bien sûr. Et puis des risques d'erreur aussi. On a la même chose en moustiquaire. On a aussi une gamme sans perçage en moustiquaire qui vient se loger entre le dormant et l'ouvrant de la menuiserie. Donc là, pareil, ça permet d'avoir une offre simple, accessible. Donc ça, c'est sur la partie produit. Oui. Je pense que j'en ai oublié plein, les équipes vont m'en vouloir. Tu seras obligé de revenir alors. Je serai obligé de revenir. Et ensuite, sur la partie service, on travaille, comme je te disais, sur rendre accessible l'info. Ça, c'est quand même hyper important. Donc, ça passe par la digitalisation. Hein. Évidemment, on a aujourd'hui des outils à notre disposition. Je pense notamment aux applis mobiles qui permettent à nos clients d'avoir toutes les infos dans leur poche et surtout accessibles H24.
passer des commandes et recevoir un ARC à n'importe quelle heure et n'importe quel jour de la semaine, ça aussi c'est un gros plus pour nos clients qui ont des semaines et des journées chargées. Bien chargées. Donc on travaille beaucoup sur nos outils avec, par exemple, pour te donner un exemple, on a une appli qui est destinée aux poseurs. Ok. Donc l'appli Mariton Pose, où là vraiment c'est pour leur faciliter la vie. Ils retrouvent à l'intérieur toutes les données techniques et les notices, qu'elles soient papier ou vidéo, classées par produit. Donc ça permet qu'ils gagnent du temps. Et puis mais c'est énorme, quand ils arrivent sur un chantier, si avant ils peuvent se regarder 2 minutes 30 de vidéo, ça n'a pas de prix, ça, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose ça leur fait gagner du temps. Et puis ça les rassure aussi. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est important. On a souvent... moi, des fois, quand on envoie un produit, il n'y a pas de notice. Parce que ça arrive encore, malheureusement. Même pour les professionnels, il y en a qui sont en panique. Ils nous disent, attendez, moi, j'ai pas la notice, je touche à rien, quoi. Parce qu'ils ont si c'est la première fois qu'ils posent ce produit ou ce genre de choses, ça peut vite être compliqué. Alors ça peut plus arriver avec nous. Voilà, très bien. Parce que maintenant, il y a les petits QR codes. Voilà. Et donc, même s'il n'y a pas la notice papier, avec le petit QR code, ça leur envoie, ça les envoie directement sur la notice et la vidéo. Le QR code quand il reçoit le colis. Ouais. Ok. Dans le colis. D'accord. Donc ça, du coup, c'est juste pour rebondir. Il n'y a plus de problème de notice. Et la petite et donc quand ils utilisent cette appli Poseur, il y a dans l'appli un numéro direct qui permet de tomber sur un service technique chez nous qui fait de l'assistance à la pose. Ok, super. C'est rare. Donc c'est un 06. Ok. Donc c'est un numéro prioritaire. Ok. Et s'ils sont embêtés pendant la pause, ils arrivent à joindre quelqu'un pour les dépanner. C'est mieux que de rentrer à l'agence ou au bureau, de ne pas avoir finalisé sa pause et de devoir y retourner, reprendre rendez-vous. Complètement. Avec le particulier, tout ce qu'on connaît. C'est ce problème de devoir revenir parce qu'il y a eu un problème. Et ça, c'est catastrophique. C'est la perte d'argent pour les artisans parce que si c'est un peu loin ou ce genre de choses, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que vous faites, alors moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup parce que sur Internet, on utilise tous les outils, des visios, du FaceTime ou par WhatsApp pour dépanner justement sur place quand le gars est sur place. Mais on dirait presque que c'est préparé, mais c'est pas le cas. Donc on a mis en place depuis c'est très récent. Ouais. On s'est doté d'un nouvel outil où quand les services techniques, le SAV chez nous est en ligne avec un client. Oui. Et notamment lors d'une pause, là où ça a son intérêt, c'est vraiment lors d'une pause. On est en capacité de lui envoyer un lien sur son smartphone. Okay. Et il clique, il faut rien installer, okay. Il n'y a pas d'appli ni rien. Il clique sur le lien et on bascule en visio. Super. Avec cette visio, ça permet donc nos techniciens, eux, sont sur PC. D'accord. Et quand ils bougent, par exemple, leur souris, ça apparaît sur l'écran. Et ils peuvent dire la pièce qu'il faut changer, elle Super. Est là. Là, vous avez un réglage, faites un quart de tour. Donc, il y a un viseur à travers l'écran qui permet de montrer un endroit très précis. Plutôt dire non, là à gauche, à droite, non, un peu plus haut. Le problème qu'ils rencontrent souvent quand je suis avec eux et que j'écoute les appels, c'est déjà il faut se comprendre. D'accord. C'est non, mais moi ce qui marche pas c'est le petit bitonio en haut à droite. Oui, mais lequel de bitonio? Là le langage c'est le plus compliqué. Et dès qu'on passe en vidéo, dès qu'on passe déjà sur du visuel. Que ça soit une vidéo préparée, une photo ou une visio, forcément ça simplifie tout de suite le contexte et le but c'est de trouver la solution le plus rapidement possible. Bien sûr. Non, mais c'est super. En tout cas, génial. C'est une super chose. Et encore une fois, j'aime bien justement toutes ces parties innovation et d'utiliser les outils qu'on a aujourd'hui pour vraiment dépanner, parce que une visio qui va durer 2 minutes, ça va éviter 3 appels au SAV, l'appel à une équipe technique parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a, un produit qui va revenir des fois pour rien parce qu'en fait on aurait juste à montrer qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Et donc
justement, ça a plein d'ampleur, dont la partie sur laquelle je veux partir, la partie écologie. Ouais. On évite les allers-retours. Ça, c'est un sujet sur nous, que moi, j'essaie de développer de plus en plus. Oui. Alors, chez Mariton, la partie développement durable, écologie, même si c'est un sujet qui est très difficile parce qu'on ne se rend pas compte tout ce qu'on doit mettre derrière en ressources pour essayer d'avoir quelque chose. Moi, au début, je cherchais des fabricants de toiles recyclés, mais on m'a dit, Vincent, c'est pas possible. Si tu te rends pas compte, il faut que tu comprennes vraiment comment ça se passe. Et j'ai pas abandonné l'idée, mais je pense qu'on a plein de choses, et ne serait-ce que ce que tu viens de dire, à mon avis, aussi aide, comme je disais, pour éviter les allers-retours. Le transport routier, ça fait partie du plus gros pollueur au monde. Donc, si on peut s'éviter des allers-retours, c'est très bien. Et je pense que cet outil que vous allez développer est vraiment extraordinaire. À mon avis, c'est vraiment une super idée. Qu'on utilisera beaucoup aussi. Mais en tout cas, pour tous ceux qui vont vouloir travailler avec vos outils, avec vos produits, ça va être vraiment très très efficace. Donc la partie écologie, développement durable, oui. Qu'est-ce que vous essayez aujourd'hui de mettre en place? Est-ce que déjà c'est un sujet qui est évoqué? Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de développer? Comment vous le faites? Alors oui, c'est un sujet majeur. Okay. C'est un sujet qui est aujourd'hui au cœur de la stratégie. Okay. Je rembobine. Alors moi, j'ai eu la chance de faire la Convention des entreprises pour le climat. Super. La CEC Provence-Corse. Donc il y a eu une première CEC nationale. Et ensuite, l'an dernier, on commençait à être décliné des conventions des entreprises pour le climat de manière régionale. Donc, nous, on a participé à la première en région. Donc, la CEC, il faut savoir que c'est un accompagnement sur 10 mois du dirigeant. Okay. Et de son Planet Champion, donc il y a un relais aussi en interne, donc on était 2. Et l'ambition, c'est de devenir entreprise régénérative. Donc dit comme ça, autant te dire que l'ambition est grande. Oui, c'est ça. Le chemin va être long, mais l'ambition est belle aussi. Devenir entreprise régénérative, moi je pense qu'il faut avoir cette ambition-là. Pour pouvoir mener des actions un peu fortes et un peu porteuses. Donc, on sort de ces 10 mois avec une feuille de route pour laquelle on a déterminé plusieurs axes. Ouais. Ça, vous le faites à plusieurs? Ouais. D'accord. Mais uniquement pour Mariton, par exemple? On était 70 entreprises, donc oui. 70 entreprises, 140 personnes, du coup, parce que 2 personnes par entreprise. Et chaque entreprise a le livrable, c'était de sortir sa feuille de route à horizon 2050 avec un premier step à 2030. C'est-à-dire vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on va mesurer et quels sont nos engagements. Et en parallèle, bien sûr, comment on engage toute l'entreprise. Et pour nous, c'est un vrai projet structurant. Quand je dis stratégique, c'est que pour Mariton, ça sera la colonne vertébrale des prochaines années. Super. Donc, on a commencé par faire notre bilan carbone. Ok. Parce qu'il faut savoir quand même d'où on part. Moi, j'aime bien mesurer quand même les choses. Donc là, ça pique un peu quand on fait son bilan carbone, quelles que soient les sociétés. Rapidement, comment ça se passe? On fait le tour de la boîte. On a pris un prestataire qui regarde tout. Est-ce qu'on achète nos produits, comment, les transports, consommation des machines, tout ça. Évidemment des machines, du site, les transports des collaborateurs. Et après, quand tu vas jusqu'à Scope 3, ce qui est notre cas, ça va jusqu'à la fin de vie des produits. Ok. Donc suite à ça, on a identifié plusieurs axes, mais pour moi, il y a un axe fort. Aujourd'hui, dans notre bilan, ce qui est le plus consommateur, ce sont nos produits, en fait. Plus que le site, plus que les collaborateurs, plus que le transport, d'ailleurs. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'actions, et on fait des actions sur tous les volets. Parce que c'est important de travailler quand même tous les sujets. Mais l'axe fort qu'on a tiré, c'est vraiment nos produits.
Et ça fait le lien un peu avec ce qu'on disait avant, et notamment la matière qu'on va utiliser, la matière première et l'extraction de la matière qu'on va utiliser pour fabriquer nos produits. Okay. Donc l'idée, c'est comment on fait pour faire durer le plus longtemps nos produits, parce que moins on produit de produits neufs, moins on extrait. Donc la durabilité des produits, c'est un axe fort, et le deuxième axe, c'est la réparabilité des produits. T'en parlais tout à l'heure. Donc quand on dit comme ça paraît simple, ça l'est pas toujours. Surtout quand on a une entreprise qui a plus de 70 ans, on vit aussi avec des produits qui ont été conçus à 20, 30, un peu à toutes les époques de l'entreprise. Tu peux le dire, c'est beau quand même. C'est très rare aujourd'hui de se dire il y a des produits qui ont été vendus, installés il y a plus de 20 ans, qu'on essaie de réparer. Tout simplement, mais déjà qui ont tenu 20 ans. Oui, qui ont tenu donc 20, c'est vraiment, ans. Ça c'est énorme. Ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est hyper important, et les gens ne se rendent pas compte, parce que souvent on nous dit l'argument qui revient, mais c'est super cher. Non mais attends, c'est super cher. Ok, tu vas acheter ton produit, ton store, ok, pas cher. Tu vas le payer 100 €. Moi je le vends 1000. Ok. Sauf que ton produit 100 € dans 2 ans il est foutu. Alors on va me dire ouais mais non c'est pas vrai, il est pas foutu. Moi je suis désolé, je teste. Et alors ça c'est vraiment mon truc que j'adore, c'est j'achète des produits. Alors je dirais pas bas de gamme, parce que tout n'est pas bas de gamme, mais la plupart sont bas de gamme. Et de toute façon nous ils viennent chez nous pour réparer. Et ça c'est important, mais c'est fou qu'on n'ait pas encore cette réflexion de se dire ok tu vas payer une fois 1000 €. Mais tu vas payer 10 fois 100 € ton produit, le temps, l'énergie, le déplacement, tout ça, en fait, ça, au final, il te coûte plus cher. Bien sûr. Et c'est cette mentalité, moi aussi, que j'essaye un peu de changer. Et c'est ce que vous faites à travers la réparabilité aussi. Mais c'est hyper important, en fait, de faire des produits durables dans notre métier. Ouais, là, tu prêches. Là, pour le coup, tu prêches une convaincue. Donc, je fais le lien avec j'avais pas dit exprès tout à l'heure, mais le bureau d'études aussi travaille justement sur comment rendre nos produits plus réparables et la réparation accessible. Je te donne un exemple. Je parle de notre produit phare chez Mariton, la mousse Tyrol 2 aujourd'hui. Okay. Je crois pouvoir dire que c'est le produit le plus connu chez nous. Jusqu'à présent, donc on a changé il y a à peu près 1 an de ça, on avait des opercules qui permettaient de relier la toile à la barre finale. Okay. Donc si tu voulais changer ta toile, ces opercules-là étaient soudés d'une seule pièce, donc en fait pas dissociables. Compliqué là. La réparation la plus fréquente sur une moustiquaire, c'est le changement de la toile. Oui. Parce que l'aluminium, comme j'ai dit, ça bouge pas trop, quoi. Ça bouge pas trop. Maintenant, on a ajouté la retention du ressort. Pour tendre la toile. Donc, le client peut retendre son ressort et ça retend la toile. Mais si la toile est trouée, fatiguée, usée, là, il faut la changer. Ouais. Ces opercules-là, on les a changés il y a 1 an pour les refaire en 2 parties. Okay. Pour pouvoir les déclipser, changer sa toile, reclipser. Génial. Voilà, c'est du petit détail. Mais ça fait la différence. Mais ça fait la différence, et c'est surtout, en fait, après, dans l'utilisation, ça n'en est pas du détail. Ouais. Mais il faut quand même le reconcevoir, bien refaire sûr. Des pièces, etc. Donc, la réparabilité, ça passe d'abord par l'éco-conception de nos produits. Donc, déjà, à la base, les concevoir pour déjà les penser réparables pour le futur. Donc ça, c'est une partie importante, mais c'est qu'une partie. Et après, il y a toutes nos gammes existantes où il faut refaire de la conception dessus pour les rendre eux aussi plus facilement réparables. Okay. Voilà, ça c'est un axe fort chez nous. En tout cas, c'est une conviction personnelle. Ok, super. Mais en tout cas, tout à ton honneur. Vraiment, voilà, c'est une bonne initiative. Alors, d'autant que on a la chance d'avoir des produits passifs, durables, et d'avoir un marché qui, justement, apporte des solutions pour le climat, enfin, dans le sens du climat. Donc, ça me tient encore plus à cœur d'aller jusqu'au bout
et d'être aussi de penser nos produits dans leur globalité et justement qu'ils durent le plus longtemps et qu'on puisse les réparer et extraire le moins possible et demander à terme le moins possible à notre planète qui nous en donne déjà beaucoup. Ça va déjà énormément. Mais là, tu as touché le sujet, on peut en parler pendant 1 heure. Donc... Ok, bon, on va essayer de faire un petit cours. Ça fait presque 1 heure là qu'on échange. En tout cas, j'adore passer le temps. Ouais, j'adore cet échange. Il y a forcément des petits sujets aussi qui me tiennent à cœur, que j'ai envie d'évoquer, qui n'ont pas forcément à voir avec soit les produits. J'ai une question, peut-être alors soit au niveau de la boîte, soit à titre perso dans la boîte, hein, pas que perso. Mais est-ce que au sein de Mariton, vous avez vécu des choses un peu compliquées, des échecs pour toi, et comment vous avez fait pour vous relever? Alors je pense bien évidemment il y a une grosse partie le Covid à mon avis c'est pas un échec, hein, non, c'est pas un échec, mais comment vous avez vécu justement toute cette période, cette transition, comment ça s'est passé? C'est vrai que ça fait longtemps maintenant, 4 ans, ça passe très très vite, mais pour moi il a été hyper important dans le choix de mes fournisseurs. D'accord. Parce que ça fait du ménage, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand il s'est passé ça que je me suis rendu compte que avec qui je pouvais faire confiance quand il arrive quelque chose vraiment qu'on ne maîtrise pas, quelque chose de compliqué, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre et tout ça. Donc, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Et puis, comment aussi s'est passée cette période? Comment vous l'avez vécu? Ok. Alors, effectivement, c'est un peu vieux. Alors, tu sais, on retient souvent, moi j'ai un cerveau qui est hyper sélectif, je retiens que le positif. Ouais, t'as raison, c'est ce qu'il faut. Mais c'est dans les échecs qu'on apprend, il paraît. Alors, mais c'est aussi dans les échecs qu'on apprend. Moi, ce que j'en retiens, et ça, je l'ai plutôt bien vécu, et on s'en est rendu compte vraiment tout de suite. C'est-à-dire qu'au moment où on le vivait, je me disais à l'époque, j'ai une grande chance de pouvoir le vivre comme ça. C'est que, moi, j'ai les personnes qui ont répondu présentes tout de suite. Génial. La reprise du travail, elle s'est faite très rapidement. On a fermé la production, évidemment, parce que les premiers temps, on n'avait pas le choix. Hein. On n'avait pas le choix. On a continué à faire partir nos produits pendant 2 jours. Bon, on s'est rendu compte qu'ils reviendraient jamais, mais qu'ils iraient jamais non plus à destination, ces produits-là. Donc, on a dit bon, on va arrêter. Donc, on a arrêté la production, mais par contre, très rapidement, on a mis une permanence téléphonique commerciale. Okay. On appelait toutes les semaines nos clients. Donc ça, c'est les personnes à distance qui ont pris le relais de chez elles. On a réinstallé les postes de travail vraiment, mais très rapidement. Et ça nous a permis de sonder nos clients, parce que c'était quand même ça le plus important, de sonder nos clients toutes les semaines. Super. En disant, est-ce que vous avez repris? Est-ce que vous en êtes où? Comment on peut vous aider? Etc. Et donc, du coup, on a repris, et ça... Vraiment, ça nous a beaucoup aidé parce que on a repris en soufflé à partir de début avril. Donc finalement, on s'est arrêté quasiment que 3 semaines. Ouais, ça n'a pas été énorme. Et dès que on a eu du volume suffisant, un nombre suffisant de clients qui nous indiquaient pouvoir recevoir nos colis, en fait, au fur et à mesure, on débloquait les commandes. D'accord. Alors c'est marrant parce que on est assez automatisé chez Mariton, on a des outils dans tous les sens. Et là, il a fallu repartir à l'ancienne, un peu à la mano, parce qu'il fallait forcer l'outil. Donc c'est bien, moi ça m'a montré qu'on était encore capable de le faire. Enfin les équipes, parce que moi j'étais un peu perdue, je te cache pas. Et on a fait repartir comme ça, l'usine. Donc ça nous a permis, quand la situation s'est réellement débloquée. Autour du mois de mai, nationalement, on était prêts, et puis surtout on avait soldé tout notre encours de commandes et on a pu absorber tout de suite les nouvelles commandes. Donc ce que j'en retiens, moi, c'est que j'ai la chance d'avoir encore cette énorme flexibilité en interne. Okay. Je pense que de par la proximité, ça aide par rapport à une grande entreprise. Nous, c'est sûr qu'on se connaît tous. D'accord, c'est super. On a le 06 de tout le monde. D'accord, donc, ça c'est chouette. Tu peux rappeler les gens et tout va plus vite en fait. Tu gagnes du temps. Donc, un peu à passer le stress qu'on a tous eu en tant que dirigeant les premiers jours.
Qu'est-ce qui se passe? En se disant qu'est-ce qui se passe? Le monde s'arrête. Exactement. Moi, je trouve qu'on a mis en place des outils de gestion que je n'avais pas avant. Okay. Qu'on a mis en mode Covid quand on était tous chez soi. Pour avoir un pilotage encore plus fin, évidemment, de la trésor. C'est quand même le nerf de la guerre. Des frais de la trésor, le pilotage des équipes plus fin, revenir un peu à une gestion un peu moins informatisée. On a vu que ça passait, et c'est passé parce qu'on a l'implication des collaborateurs. Sans ça, on n'aurait pas su le faire. Donc j'en garde vraiment pas un mauvais souvenir, en fait. Okay, c'est fou, ça paraît fou de dire ça. Non, mais au contraire. Mais j'en garde plutôt un bon souvenir. Et effectivement, quand même, j'ai senti post-Covid à la reprise qu'avec certains clients, ça avait fait la différence. D'accord, ouais, c'est vrai, ça a renforcé les liens. Ouais, ça a montré justement. Qu'on avait su repartir tout de suite, il n'y a pas eu de flottement. Et puis il y avait besoin, parce que nos clients avaient aussi besoin, eux, de retourner chez le particulier. On avait tous besoin de reprendre du business quand même, il fallait, à un moment donné. Il fallait, ouais. C'était un peu inquiétant. C'est important. Surtout que ça a très vite repris après, et puis encore plus fort. Je pense sur les années, même si il y a eu des pics, mais les gens étaient beaucoup plus chez eux, donc ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de choses à changer, ils ont eu le temps, et puis il y en a plein qui se sont reconvertis aussi dans ce métier-là, en se disant mais en fait j'adore poser, j'adore faire ce genre de choses. Exactement. Et donc ça a donné des idées, et puis ça a augmenté aussi le volume de vente, de commandes. Ouais, ça a donné des idées, ça a changé un peu les mentalités, le regard des gens sur leur vie, sur leur quotidien, évidemment. Est-ce que tu as eu des départs de tes employés, justement? J'ai eu quelques départs. Ouais. Ils sont venus te dire... J'ai eu quelques départs avec chaque fois des beaux projets. Super. Plutôt des changements de vie. Ok. Alors pas tout de suite, pas à la reprise. Alors on entendait à l'époque dans les médias la grande démission... je me disais, nous, PME, moi, pour l'instant, la grande démission, je ne la vois pas. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais on a eu des départs avec des personnes qui, du coup, ont pris le temps de réfléchir et ont changé... radicalement. ont changé radicalement ou pas, se sont mis à leur compte. On a eu pas mal de personnes qui se sont mises à leur compte, qui ont créé leur structure. Et qui bossent avec vous maintenant ou pas? Alors, certes, oui. Mais il y en a qui ont vraiment changé, quoi, et qui ont vraiment changé de métier, ou qui sont partis aussi vivre plus à la campagne. On en a eu quelques-uns. Ça, il y en a eu beaucoup. Donc, chaque fois, plutôt des belles histoires, en fait. Super. Mais on voit que ça c'est bien, ça a fait changer, ça a fait réfléchir. Et pour reprendre un peu le début de ta question sur les échecs, on va dire, même si le Covid, ça n'en était pas vraiment un. Ce que j'aime beaucoup faire et qui marche plutôt bien, en tout cas qui marche bien chez nous. Alors des vrais échecs cuisants, des échecs on en a tous. Bien sûr, bien sûr. Après ça dépend comment on le vit. C'est ça. Et faut pas, si on reste pas dessus et qu'on passe à autre chose, finalement on le vit pas rapidement, on le vit pas vraiment comme un vrai échec. Donc ça, je pense que c'est une clé de vite rebondir sur autre chose. En tout cas, moi ça c'est ma clé, parce que c'est ma façon de faire. Sinon tu vite penses qu'à ça. Une fois à notre projet et voir que ça avance voir que ça avance et partir sur une autre idée et dire c'est pas grave, ça arrive. Des énergies qu'on peut mettre en interne sur des projets qui soit voient pas le jour, soit font des flops. Je me rends compte avec le recul, alors je le vivais pas du tout comme ça plus jeune, mais je me rends compte avec le recul qu'on en garde toujours des petites bribes, des petits quelque chose qui permettent ça revient et qui permettent d'aller plus vite sur les projets d'après. D'accord, super. Donc tout n'est pas perdu. Au contraire. Au contraire, tout à fait. Mais pour moi, le plus important, c'est de se poser et de faire son retour d'expérience et de dire mais pourquoi, en fait, et de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on a loupé. Ça, c'est pas facile à faire, parce que souvent on était à fond quand on le lance et qu'on y croit. On comprend pas justement pourquoi ça n'a pas marché. On y croit, on avait tout mis, on a l'impression d'avoir tout fait bien. Et ça n'a pas marché. Donc et la remise en question, je trouve qu'elle est hyper importante.
et la remise en question collective, en disant c'est pas grave, finalement c'est comme ça n'a pas marché, mais si on doit le refaire demain, qu'est-ce qu'on refait différemment? Et ça c'est pas facile, parce qu'il faut se mettre autour d'une table et dire moi ça j'aurais peut-être pu faire différemment, ça fait voilà, ça, accepter d'avoir ça on mal a fait raté quelque chose, ça, voilà, et ça c'est important. Nous on a pas mal la culture Rex Projet, on le fait systématiquement. Positif, négatif. Alors justement, positif, c'est quoi la plus belle réussite? C'est quoi la plus belle réussite? Je sais pas, un lancement de produit. Ça peut être l'acquisition aussi de Rochestore, peut-être. L'acquisition, c'est le projet le plus structurant que moi j'ai eu à mener pour l'instant. Ça c'est sûr. Puisque cette entreprise, en tout cas l'entreprise Mariton, quand je l'ai reprise, je savais ce que j'étais en train de faire. Enfin, pas tout, mais je savais quand même globalement ce que j'étais en train de faire. Une croissance externe, on est un peu plus dans l'inconnu. Et c'est un gros projet. Donc ça, c'est le projet le plus structurant. Après, la plus grande, je sais pas si on peut dire réussite, moi j'aime pas trop. Non, aujourd'hui, c'est de faire perdre. Ce qui m'anime au quotidien, c'est de faire perdurer cette entreprise et d'amener des projets pour demain, et pour la faire développer, pour la développer, et voilà, et d'amener la vision, des ambitions à la fois pour les collaborateurs, pour nos clients. Et après, alors oui, ma plus grande réussite, je sais pas si réussite, mais en tout cas, mon plus grand plaisir. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Mon plus grand plaisir, c'est quand c'est de discuter avec les clients. Déjà, c'est mon plus grand plaisir au quotidien. Mais sinon, c'est quand on me dit, soit ça fait plus de 20 ou 30 ans qu'on travaille avec Mariton et on est satisfait, on est content de travailler avec vous. Ça, c'est sûr. Soit le deuxième plus grand plaisir, c'est quand on me dit, avec Mariton, tout est simple. Voilà, ça c'est... Super. Ça, c'est la réussite. Bravo. Mais tu l'as souvent évoqué justement dans cet échange. Et je pense que c'est aussi peut-être la clé du succès, la simplicité. On a tendance à vouloir toujours faire plus, aller peut-être aussi dans l'innovation, faire des choses compliquées que les gens ne comprennent peut-être pas forcément. Alors que la simplicité, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans les gros succès. Donc je pense que c'est hyper important, et c'est pas toujours facile de faire simple, en fait. On se rend pas compte. C'est très difficile de faire simple à tous les niveaux, quels qu'ils soient. Quel qu'il soit, que ça soit en développement produit, c'est pas simple de faire simple. Moi, les gens que j'admire le plus, ça va être des experts qui arrivent à simplifier leur domaine d'expertise et me le rendre accessible. Là, en général, c'est des personnes qui me font... ça fait un effet waouh. C'est clair. Le mec, il est tellement expert qu'il arrive à rendre simple son discours. Mais ça, c'est rare, parce qu'en général, c'est l'inverse. Il est tellement expert qu'il veut montrer, et que là, on ne sait plus, en fait, on le perd. Et mais du coup... Donc, ils ne sont pas tous comme ça. Mais quelqu'un ça m'épate moins, tu vois. C'est super, la personne, elle a réussi... à devenir une experte ou un expert de tel ou tel, super, dans Tact. Mais si par contre on arrive à me transmettre le savoir de manière simple, là ça me fait l'effet waouh. Mais bon, ça ça c'est une parenthèse. Et oui, la simplicité c'est du quotidien, en fait. Rendre simple les choses, t'as raison. Et pareil dans les innovations, il y a des fois des innovations super simples et on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Et c'est souvent là la bonne idée, en fait. C'est ça. C'est tellement simple qu'on n'y avait pas pensé. Et là, en général, tu tiens un truc, quoi. Je crois que c'est Van Gogh qui disait, la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Ah ouais, très belle phrase. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu dis, cette simplicité. On va enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui sert à rien, qui est compliqué, que les gens vont pas comprendre, et on va juste laisser ce qui sert vraiment et qui est important, quoi. Bon, nous, on l'a dans les valeurs, la simplicité, c'est pas pour rien. Donc, apparemment, donc je dis beaucoup ce mot. Mais justement, ça fait aussi l'image de Mariton. La simplicité, c'est important, je pense, de le mettre en avant. En tout cas, merci beaucoup, Sabine. Une dernière question.
parce que ça fait un petit peu plus d'une heure là, qu'on échange. La dernière question, elle va être justement pour alors les personnes qui nous écoutent, donc que ce soit les nouvelles ou ceux qui travaillent déjà dans le métier, quels conseils tu peux leur donner justement pour se lancer, pour ceux qui veulent se lancer, et qu'est-ce que tu peux dire à des personnes qui travaillent pas encore avec toi, avec vos produits, et pour les attirer justement, pour leur dire voilà, vous ferez la différence avec nous. En plus de tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit, alors deux choses. Déjà, avant de parler de nous, de parler de nos produits, parce qu'il y a encore des installateurs qui font notre métier et qui ne proposent pas forcément dans leur offre ni du store intérieur ni de la moustiquaire. Okay. C'est un peu moins vrai pour la protection solaire extérieure qui est quand même beaucoup plus démocratisée, et nos clients ils vont plus facilement vers ces produits-là. Mais le store intérieur et la moustiquaire, c'est pas toujours le cas. Donc moi, ce que j'ai envie de leur dire et ce que je leur dis, d'abord c'est que c'est une erreur de me le proposer. Évidemment, c'est une grosse erreur. Parce que c'est le produit, qu'on parle de store intérieur ou de moustiquaire, les deux pour des raisons différentes, mais je vais grouper les deux. C'est le produit qui va faire la différence, parce que c'est le produit qui va apporter une fonctionnalité supplémentaire et un vrai confort à leur client final. Donc par exemple, proposer une menuiserie sans proposer de se protéger du soleil et maintenant des insectes, pour moi, c'est presque une erreur de conseil, en fait. D'accord. Donc, on fait des produits, justement, comme je l'ai dit, simples. On a créé des outils pour les aider à vendre facilement. Donc, ils ont tout intérêt à proposer ces produits-là qui vont faire la différence aux yeux du consommateur final, qui vont peut-être faire la différence avec leur confrère qui n'aura pas proposé cette option supplémentaire. Et puis, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même aussi le nerf de la guerre sur nos produits, c'est quand même du chiffre additionnel et de la marge additionnelle. Donc, voilà, c'est dommage qu'ils s'en privent. Et après, nous, on est là pour les accompagner, pour les former, pour leur proposer l'offre la plus accessible et la plus simple possible pour qu'ils démarrent. On n'est pas obligé de démarrer avec tout, on peut démarrer avec quelques produits simples mais qui vont faire la différence. Et nous, après, on saura leur donner tous les éléments et tous les outils pour leur quotidien. Du coup, j'enchaîne sur une autre question qui est hyper importante aussi, c'est la culture d'entreprise. Comment est-ce que tu définirais la culture d'entreprise chez Mariton et peut-être aussi chez Rochestore, chez qui tu vas transposer en fait ta culture d'entreprise. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? La culture est peut-être la culture et pour moi c'est un lien avec les valeurs. Complètement. Moi il y a une chose qui est très très forte et très marquée chez Mariton. Alors c'est pas de mon fait, mais j'en hérite. Mais c'est tout le travail qui a été fait pendant ces 70 ans. Moi, je m'en rends pas bien compte parce que je baigne dedans. Par contre, quand je fais venir quelqu'un dans l'entreprise, que ça soit un consultant pour nous faire un diagnostic, que ça soit des nouveaux collaborateurs, la première chose, et ça j'en suis quand même hyper fière, mais fière de mon père et de mon grand-père surtout, qui ressort, c'est la satisfaction client. D'accord. C'est-à-dire que chez nous, les collaborateurs sont super orientés le client, quoi. La notion client, elle est hyper importante quand on parle d'un opérateur sur une ligne de production. Au commerce, évidemment, c'est le job, mais aussi à l'informatique, à la compta. Ça transpire vraiment dans la boîte. Donc, ça, je fais tout pour garder, mais c'est quand même, c'est hyper ancré, quoi. Quand j'ai repris en 2018, on a fait tout un travail sur les valeurs d'entreprise, où on a fait travailler les personnes par sur c'est quoi pour eux Mariton, qu'est-ce qui leur tient à cœur et c'est quoi pourquoi pour nous, ils travaillent ici, pourquoi ils travaillent ici, pourquoi ils restent, c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'incarner. Et le premier
item qui est remonté, c'est la satisfaction client. Okay, donc, super. Évidemment, du coup, on l'a mis en premier dans les valeurs. Ah, c'est chouette. Donc voilà, dans nos valeurs, on a la satisfaction client, l'optimisme, on a la simplicité. Ok, ouais, voilà, ça revient je encore. pense que j'en ai parlé et on a l'implication. Pour moi, c'est lié. Okay. Aussi la satisfaction client et l'implication. Voilà, donc ça c'est la vraie culture d'entreprise. Après, ce qu'on me dit souvent de ce qui nous différencie, ça c'est un peu plus récent. C'est la transparence. D'accord. Alors ça c'est important pour moi. Parce que tu es une chef d'entreprise donc très présente et qui explique beaucoup, qui parle beaucoup, qui va donner beaucoup d'informations. Alors, je donne pas mal d'infos. Okay. Je pense que les personnes ont besoin de savoir où on en est, où on va, oui. Pour se sentir bien et impliqués dans leur quotidien. On te demande de faire ça, mais on t'explique pas. On te demande de faire un job du matin au soir, mais on t'explique pas pourquoi, à quoi ça va servir. Oui, où est-ce que tu vas vraiment le fond, quoi. Ah oui, complètement. C'est quoi l'objectif? Pourquoi on fait ça tous les jours? C'est quoi le fond et dans quoi on met un peu nos tripes, j'ai envie de dire, parce que sinon ça n'a pas grand intérêt. Donc ouais, on communique évidemment la stratégie, la vision avec les ambitions et les actions de l'année. Ça, c'est au moins une fois par an. Okay. Et on fait en général un step dans l'année où on leur dit où on en est. Okay. On vous avait dit qu'on allait faire ça, voilà où on en est. Et après, on l'affiche tous les mois. C'est-à-dire on affiche les objectifs, le chiffre, on a fait quoi le mois dernier, où on en est des projets un peu importants. Ok. Les plans d'action où on en est, et du coup ils voient l'avancée. Ok, aussi, super. Ils voient pourquoi ils se battent et ils disent ok, ça a payé, ça a porté ses fruits, on a atteint l'objectif, je fais partie justement de cette aventure et c'est aussi en partie grâce à moi, c'est ça en fait. Exactement, et je pense que ça crée aussi cette culture d'entreprise, cette implication, cet attachement au quotidien. Okay. Donc voilà, je dirais la satisfaction du client, bon, ça c'est le plus fort chez nous. Et après, voilà, cette culture transparence. Okay. Et puis on me dit l'exigence aussi, mais bon, c'est un autre sujet. Comment tu te définis en tant que chef d'entreprise? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt cool? Est-ce que comment tu te vois déjà? Et est-ce que tu sais comment justement tes employés te voient? Alors il y a quelques années, j'avais posé la question à mon équipe en entretien individuel. À la fin, je leur avais demandé comment ils me voyaient. La réponse était... La vérité, je veux. Tu veux la vérité? Ah bah oui. Ok, donc la réponse était fatigante. Non, c'est vrai. Pourquoi? T'étais beaucoup impliqué, c'était par rapport à ça, quoi. Parce que alors comment je suis, je sais pas, mais en tout cas ce dont moi j'ai besoin, je m'alimente beaucoup des autres. Tu prends l'énergie. Ouais. D'accord. Enfin, je ne sais pas si je prends l'énergie, mais je suis convaincue, j'adore m'entourer de gens plus brillants que moi déjà. Okay. Parce que je suis convaincue que l'intelligence, elle est collective et qu'elle va venir aussi, surtout des autres, et que c'est ensemble qu'on va construire le projet. Donc je ne pense pas à leur pomper l'énergie. En tout cas, je m'applique si tu les fatigues, attention. À ne pas le faire. C'était quand même il y a quelques années, j'étais jeune. Tu m'as demandé de répondre honnêtement, donc je l'ai fait. Donc non, j'espère, vraiment, je fais super attention de ne pas faire ça. Mais par contre, j'ai besoin de l'interaction, ça c'est sûr. Parce que c'est souvent, en tout cas moi, c'est comme ça que me viennent... mes bonnes idées. Donc en fait, c'est dans l'échange. Ouais, c'est plutôt c'est eux qui m'apportent de l'énergie. Okay. Et j'ai besoin de cet échange. Donc oui, je suis très présente au bureau. Okay. J'y suis quasiment, après, à part quand je suis en déplacement, mais je suis quasiment au bureau tous les jours. Et je suis beaucoup dans l'échange et avec eux. D'accord. Voilà. C'est toi qui fais les entretiens, toujours ? Est-ce que tu es présente dans les entretiens quand tu as des nouvelles personnes qui doivent arriver? Les entretiens de recrutement... T'essayes de temps en temps? Ouais, quand même.
Alors, tout ce qui est poste, cadre, etc., oui, forcément. Je vois forcément les candidats en dernier entretien. D'accord. C'est toi qui fais le dernier alors. Ouais, okay. C'est moi qui fais dernier. Commerce aussi. C'est ah moi oui. qui fais dernier. Ah bah forcément, t'es rentré un peu aussi par là, donc forcément. Avec Vincent, c'est en général, je vois les derniers candidats. Mais parce que aussi, ça c'est, ça fera peut-être l'objet d'un deuxième podcast. On n'aura peut-être pas le temps, mais c'est aussi une caractéristique que je trouve de l'entreprise familiale. Ouais. C'est que quand il y a le dirigeant dans l'entreprise familiale et en plus qui porte le nom. Il y a ce côté, ce qu'on transmet aux clients et que les valeurs de l'entreprise et ce que vraiment on s'est attaché depuis 3 générations à mettre en place, nous on aurait envie que tous les clients soient au courant en fait. Bien sûr. Et que le message il soit le même tout le temps. Mais et ça c'est pas vrai, c'est pas possible dans la vraie vie. Mais par contre, ce qu'on véhicule, ce qu'on transmet en termes de valeurs. Pour moi, c'est important que la personne qu'on embauche, elle ait ça en fait. Ok. Et encore plus pour les commerciaux, parce que eux vont chez les clients. Donc, oui, complètement. Donc il faut c'est eux l'image de l'entreprise aussi. Ouais. Comme ça. Donc c'est hyper important qu'il y ait cette corrélation et qu'ils aient bien compris en fait l'objectif derrière tout ça, quoi. Exactement. Ok. Super. Bah écoute, merci beaucoup Sabine Mariton. Merci à toi. Je t'en prie. J'espère que ceux qui nous écouteront et nous regarderont prendront autant de plaisir que j'ai pris aujourd'hui d'échanger avec toi. J'en ai beaucoup appris. Donc c'était super chouette. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. En tout cas, c'était notre premier podcast. Donc, je suis vraiment ravi que ce soit toi. Moi aussi, je suis ravie d'avoir fait ça avec toi. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Merci pour l'initiative aussi, parce que je trouve que ton initiative, elle est au-delà des marques et des produits. Elle est aussi, c'est par ces initiatives-là, qu'on fait aussi avancer notre profession et notre métier. Ça me tient à cœur que on l'a vu dans notre profession, elle monte aussi et qu'on s'entraide entre nous. Je crois, c'est important. Je crois beaucoup à la coopération, à la cooptation pour faire avancer notre secteur d'activité. Donc franchement, bravo pour ton initiative. Parce que c'est du temps que tu prends aussi. Oui, c'est du temps, mais c'est important. Pour les autres. Complètement. Et puis, moi, mon objectif, c'est de mettre en avant des entreprises comme la tienne, comme celle qu'il y a en France, et qui, en France et en Europe aussi. On verra par la suite aussi pourquoi. J'expliquerai plus tard. Alors, je sais pas, peut-être je t'en ai expliqué, mais la première entreprise qui nous a fait confiance, c'était pas une entreprise française. Et j'aurais jamais pu me lancer si une entreprise espagnole, qui j'espère viendra dans ce podcast expliquer un petit peu le parcours qu'on a eu. Mais beaucoup de Français m'ont tourné le dos quand on s'est lancé il y a 10 ans en arrière. Et j'aurais pu avoir un peu de rancœur, j'en ai pas eu en fait. Je pense que c'était plus une question de mentalité, un timing ou tout un tas de choses. D'ailleurs, c'est des personnes qui m'ont tourné le dos. On travaille encore, maintenant avec eux. Donc c'est plutôt cool. Et puis j'ai envie de changer. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Comme j'ai dit, il y a beaucoup comme toi, de jeunes qui reprennent des entreprises ou qui en créent des nouvelles. Et je pense que c'est important pour justement toutes les personnes dans le milieu de mieux connaître avec qui on travaille, de mieux comprendre en fait le marché qui aujourd'hui est très peu médiatisé. Il y en a pas beaucoup aujourd'hui qui proposent des choses comme ça. Je suis d'accord, c'est très peu médiatisé. À la base, c'est à nous de le faire connaître. C'est ça. Comme tu disais tout à l'heure, a priori, le store, c'est pas sexy, quoi. C'est pas sexy, mais c'est important. C'est hyper important. Mais c'est hyper important. Et après, quand tu connais, ça devient sexy quand même. Voilà, mais complètement. Mais c'est vrai que je l'ai découvert. Et je l'ai découvert parce que j'ai dit, il y a plein d'acteurs français qui sont hyper connus. Je pense à Dixon, à Serge Ferrari, à Somfy. Mais il y a des gens, ils savent même pas qui est Dixon. Qui est Dixon? Mais Dickinson ou Wilkinson, on me l'a sorti 15 000 fois. Mais non, en fait, c'est français. Voilà, j'ai envie de mettre en avant toutes ces entreprises. Donc ça me tient à cœur et de prendre du temps. Je le prendrai. J'espère qu'on pourra perdurer ce podcast. J'espère aussi pour. Voilà, encore une fois, merci beaucoup, Sabine Mariton. Merci pour cet échange et j'espère à très bientôt. Et puis de toute façon, on continue à travailler ensemble. Très bien. Merci. Sabine.